vérifier برك إذا كان tout le monde est branché فهمتني. ها دقيقة برك. ماشي عندي لك كورنيك أنت وحدك. فوالا ها نورمالمون سامع. تقدر تشوف شكون هما اللي كونيكتين. راني نتبع بالتليفون جيست باش نستناوهم يطلع اللايف باش يطلعوا زعما لو نومبر دي جون كاين واحد يتفرج جيست يطلع لو نومبر برك اون فاكونس. وين جهة تشوف لو نومبر وين؟ راني كاع نشوف الفيسبوك وانا نبارطاجي هو كم كاين يديز سير لو ماشين هذا ما تقدرش تشوفه. نو هنا ما تبانش. Il te dit pas بدا ما راهم كونيكتي نو. دوكا رانا 10 13 دوك يطلع عليه ليه. Ils sont en train de m'entendre هكذا. هي هم نسمع فيه. داكور. قول لي برك. عاود رجع للديابو برك. قول لي كونت اسكو جو كومونس برك وخلاص. داكور. Mon Dieu. Monsieur le délégué adjoint. Oui. Allô. Alors peut-être la semaine prochaine, ندير لكم quelques TD. وقتاش ان شاء الله؟ À partir de dimanche, تجيو راكم à partir de dimanche تجيو الصباح. والانفورماسيون اللي خيكي نعطيها لكم vous pouvez la relayer les autres étudiants. متفاهمين باش تكونيكتيو خي بار انترنت. مي نسمع فيك باك بيت كنت ما حاب تقولهم تقدر تقولهم. لا ما نقولهمش انا نقولهم انت. خلاص ما فرز. Il y a combien de connaissances? خلينا نكملوا باك بيدو من بعد نكملوا لو كورا ابري ان شاء الله. Combien sont connectés maintenant? 46. Il faut qu'il y ait le quorum quand même. Et qu'est-ce que le quorum? On ne fait pas le tour. من بعد لو لايف سيغا زعما اونريجستري زعما يقدروا يشوفوه من بعد بلي طار. Vous êtes enregistré donc. Vous pouvez commencer. Vous êtes en train d'enregistrer maintenant? Oui. Ah non, passez, out. Non, c'est bon, vous pouvez commencer, monsieur. Allez, il n'y a pas de problème. Bon, si jamais il y a quelqu'un qui pose la question, comment je saurai? شوف أنا ونقول لك. D'accord, ouais. Bon, on commence. Oui, monsieur, vas-y. Allez, bismillah. 3, 2, 1. Ça va être نحطو en plein écran. Allô? Allô? Oui, monsieur, أنا معك. Ma fille, hein? Oui. Donc, vous êtes le seul à rester en contact avec moi, là. Voilà. Bismillah, on commence. Bon, aujourd'hui, on va faire un chapitre un peu en orthopédie qui est important tout de même, car il peut poser le problème de pronostic vital pour les malades et le pronostic fonctionnel aussi. On va faire un chapitre sur les généralités des tumeurs des os. Premièrement, c'est le diapo, c'est le plan. On va commencer par une introduction, puis on va voir comment poser le diagnostic et l'intérêt de la biopsie et comment faire le bilan d'extension et le traitement. À la fin, on va parler un peu de la surveillance et de la conclusion. Pour l'introduction, ce qu'on peut dire, c'est qu'une tumeur, c'est une masse qui est plus ou moins volumineuse. Elle résulte au fait d'une multiplication importante et excessive de cellules, soit cellules normales, c'est une tumeur bénigne, ce qui va donner une tumeur bénigne, soit de cellules anormales, ce qui va donner des tumeurs malignes. Ces tumeurs peuvent être divisées en 3 groupes. On a les tumeurs bénignes, les tumeurs malignes primitives et les tumeurs malignes secondaires, ou ce qu'on peut appeler les métastases, qui sont de loin les plus fréquentes. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Très bien, je continue.
Il faut de temps en temps, si jamais je vous perdez le fil de l'audio, vous me le dites. Hein. D'accord. Bon, en matière de terminologie, ça veut dire comment nommer ces tumeurs. Le nom des tumeurs malignes se termine toujours par sarcome. Par exemple, le chondrosarcome, l'hyposarcome. Quand vous voyez la terminologie sarcome, c'est une tumeur maligne. Et les tumeurs bénignes, elles se terminent toujours par OME, O-M-E. Fibrome, lipome, chondrome. Mais des fois, il existe des exceptions. Une dénomination d'une tumeur bénigne, mais au fait, réellement, la tumeur, elle est maligne. Telle que la tumeur se comporte comme une tumeur maligne, telle que le myélome, les lymphomes, les chordomes, l'adamantinomes, qui sont tous des tumeurs malignes. Mais ils portent le suffixe OM qui caractérise les tumeurs bénignes alors qu'elles sont malignes. Ces tumeurs, la dénomination, elle se définit par, la tumeur elle se définit par ce qu'elle fabrique, le tissu qui est engendré par la cellule. Par exemple, vous avez un chondrome, c'est une tumeur qui produit du cartilage, tumoral mais bénin. Vous avez l'ostéosarcome, un ostéosarcome qui est une tumeur maligne, il produit de l'os tumoral mais malin. D'accord? C'est pour le définir, ça veut dire quand vous avez le nom de la tumeur, il vous donne déjà un aperçu sur ce qu'elle fabrique. Tous les tissus qui constituent l'os, que ce soit l'os lui-même, le cartilage, le tissu conjonctif, les lignées hématopoïétiques, peuvent produire une tumeur qui peut être maligne ou bénigne. Bon, vous avez la diapo d'après, vous avez un tableau qui vous résume un peu ces dénominations, l'origine de la tumeur, et en cas de bénignité, elle donne comment on la nomme, et en cas de malignité, comment on la nomme. Mais on peut trouver, en nota bene, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des tumeurs, des pseudo-tumeurs, qui sont, au fait, qui ne résultent pas d'une multiplication cellulaire, mais qui existent. On dit que c'est des pseudo-tumeurs, telles que les kystes solitaires ou les kystes anévrismaux, qui, histologiquement, qui ne résultent pas d'une multiplication cellulaire, mais quand on les voit radiologiquement, on a l'impression que c'est des tumeurs. C'est pour ça qu'on dit que c'est des pseudo-tumeurs. Donc, dedans, il n'y a pas une multiplication cellulaire comme dans les tumeurs habituellement, mais on les assimile à des tumeurs radiologiquement. On dit que c'est des pseudo-tumeurs. Vous avez plusieurs types. Vous avez les kystes solitaires, les kystes anévrismaux, et j'en passe. Hein, voici le tableau dont je parlais tout à l'heure. Il résume, par exemple, je vous donne en fonction du constituant de l'os, par exemple, dans le cartilage, vous avez pour les tumeurs bénignes, c'est le chondrome. Pour les tumeurs malignes, c'est le chondrosarcome. Vous avez aussi l'exostose ostéogénique, qui peut être issue du cartilage et qui est une tumeur bénigne. Vous avez le chondroblastome, qui est une tumeur bénigne qui est issue du cartilage. Et ainsi de suite. Ce tableau vous résume à peu près la dénomination des tumeurs. Nous arrivons au diagnostic. Le diagnostic, la première étape, c'est toujours la clinique. Bien sûr, il faut toujours suivre le schéma du diagnostic habituel que vous avez appris dans la sémiologie. Il faut toujours l'interrogatoire et puis l'examen clinique physique proprement dit, et ainsi de suite. Pour l'interrogatoire, ce qui va vous révéler, c'est cette symptomatologie tumorale, elle est peu spécifique à la tumeur. On va voir tout à l'heure, il y a des exceptions où des tumeurs sont relevées par des symptômes spécifiques. Mais en général, les tumeurs, leurs symptômes ne sont pas spécifiques. Vous avez la douleur qui peut être une légère douleur, pas importante, siégeant sur un segment du squelette, bien sûr. La tuméfaction, soit on la palpe, soit on la voit quand elle est importante. Et si elle existe,
Si elle est importante, elle peut comprimer un axe vasculaire ou un nerf. Elle peut être révélée par ça. Le troisième mode de révélation ou troisième symptôme par lequel on peut découvrir une tumeur, c'est la survenue d'une fracture pathologique due à cette tumeur qui fragilise l'os. Donc c'est exceptionnel, mais la tumeur elle peut être révélée par une fracture carrément qu'on appelle fracture pathologique. Dans les examens biologiques, il n'y a pas grand-chose à dire, parce que tous les examens en général, ils sont normaux, sauf quand il s'agit d'une hémopathie, tumeur d'origine du tissu hématopoïétique, on peut trouver une perturbation des examens biologiques, surtout la formule de numération sanguine, et j'en suis. Là, certaines tumeurs certains symptômes peuvent nous guider vers un diagnostic. Par exemple, quand il y a une tumeur avec des douleurs nocturnes, et ces douleurs sont calmées par l'aspirine, c'est un test. On dit test à l'aspirine. Et quand on voit une tumeur ronde, bien cernée, avec un petit nidus à l'intérieur, on sait très bien que c'est un ostéoïde. C'est lui qui donne des douleurs nocturnes qui sont calmées par l'aspirine. Quand la tuméfaction ou la tumeur s'accompagne d'un contexte inflammatoire, un fibricule, un VS accéléré, un syndrome accéléré, là, il faut craindre le pire. Ça peut être qu'une tumeur maligne. Quand il y a un syndrome, un contexte inflammatoire marqué qui accompagne une tuméfaction, là, on peut d'emblée penser à une tumeur maligne, telle que le sarcome de Ewing, le myélome ou le lymphome malin. L'âge aussi, c'est un élément d'orientation qui peut nous aider. On sait très bien que chez l'enfant, l'adolescent ou l'adulte jeune, surtout l'enfant ou l'adolescent, la plupart, on a une prédominance des ostéosarcomes et des sarcomes de Ewing. Et chez l'adulte âgé, on a la prédominance des tumeurs malignes de type chondrosarcome. Le siège aussi peut être un élément d'orientation. Quand on voit une tumeur de siège épiphysiométaphysaire, là, on peut suspecter une tumeur à cellules géantes. Là, si on voit une tumeur à la jonction diaphyse-métaphyse, on peut parler de chondrome ou chondrosarcome, soit bénin, soit malin. Les tumeurs diaphysaires, il n'y en a pas beaucoup, les tumeurs purement diaphysaires. Il peut y avoir la dysplasie fibreuse, qui est une tumeur bénigne, ou l'adamantinome, qui est une tumeur maligne, surtout au niveau du tibia. Là, vous avez une diapositive. Tout à l'heure, on a dit trois symptômes qui peuvent nous orienter vers la tumeur. Vous avez la douleur, la masse et la fracture pathologique. En matière de masse, vous avez une gêne qui est liée au volume. Là, vous avez un exemple d'une tumeur bénigne qui peut vous induire une compression, qui peut induire déjà une tumeur visible, une masse visible à la vue. C'est ce qu'on appelle habituellement, c'est des exostoses et qui peuvent entraîner. Là, vous avez la saillie, on le voit très bien, et sur l'image à foyer ouvert, on voit la masse qui peut entraîner une saillie, une tension au niveau des muscles et qui peut comprimer aussi un axe vasculo-nerveux. Là, vous avez un exemple d'une exostose multiple, là, qui envahit carrément, malgré que c'est une tumeur bénigne, mais elle est maligne par son retentissement parce qu'elle va gêner la mobilité des articulations de la hanche. On voit qu'elle déborde un peu sur le secteur de mobilité des deux hanches. Là aussi, pour vous dire que cette exostose peut entraîner un conflit avec un muscle. Là, au milieu, on voit une belle radio d'une exostose. Et cette exostose, elle est située juste sur le trajet des tendons de la patte doigt. C'est des muscles, la patte doigt, c'est des muscles. Et quand ces muscles, en péro-opératoire, on voit très bien la masse. Et quand ces muscles se contractent lors du mouvement, ça donne des douleurs. Là, vous avez une exostose aussi
Vous voyez une exostose là qui déborde un peu en postérieur et qui dévie, qui comprime légèrement et dévie l'axe vasculaire poplité. Ça, c'est une image d'artériographie. Pareil pour les compressions nerveuses, une exostose de l'extrémité supérieure du péroné, juste là où croise le nerf poplité, le sciatique, plutôt le nerf sciatique poplité externe, on le voit là en péropératoire, il est mis sur l'acte, et vous voyez l'exostose, elle était là, elle le gênait, donc ça, ce qui entravait un peu la fonction du nerf. Sciatique poplité externe, quand il ne fonctionne pas bien, quand il est comprimé, quand il y a une diminution de son activité, ça se répercute sur la qualité de la contraction des muscles releveurs du pied, ce qu'on appelle les muscles releveurs du pied, c'est-à-dire qui provoquent la flexion dorsale du pied. Un autre exemple aussi de mode de survenue ou mode de découverte de tumeurs, ce qu'on appelle les fractures pathologiques. Vous avez un kyste anévrismal qui est dont la réputation de bénignité est connue. C'est une pseudo-tumeur, mais qui entraîne une boussouflure des corticales et un amincissement des corticales. Et suite à un faux mouvement, une chute banale, on peut avoir cette fracture. Vous avez là aussi une tumeur bénigne aussi qui peut donner une fracture. Là, vous avez l'extrémité supérieure de l'humérus. Une tumeur, c'est le kyste essentiel, c'est une tumeur bénigne. Et là, vous voyez un trait de fracture. Pourquoi? Parce que cette tumeur, elle a soufflé et a aminci des corticales, ce qui a fragilisé l'os. Vous avez là aussi un kyste essentiel au niveau de l'humérus. Et on voit cette fracture pathologique. Et là, vous avez un kyste essentiel aussi au niveau du fémur, là, qui a entraîné une fragilisation des corticales osseuses, ce qui a entraîné une fracture. Ce sont des exemples pour comprendre un peu comment agissent les tumeurs. On a peut-être suspecté un peu le diagnostic à la clinique, mais pour confirmer le diagnostic, il n'y a pas mieux que la radiologie. Elle permet de poser le diagnostic. Et cette radiologie, il faut la faire à chaque fois qu'on a une douleur squelettique sur un segment du squelette qui persiste malgré le traitement, qui ne disparaît pas. Donc, on est obligé de faire cette radiographie. Elle consiste en quoi la radiologie? Vous avez des clichés de face et de profil qui doivent toujours être demandés en premier. Faites pas comme les gens actuellement, devant une tumeur, ils vont directement demander l'IRM parce qu'il y a des éléments qu'on peut voir à la radiographie standard qui ne peuvent pas être relevés par l'IRM ou le scanner. Ces clichés de face ou de profil suffisent dans la plupart du temps à poser le diagnostic. On ne demande le scanner l'IRM que dans l'esprit d'un bilan d'extension loco-régionale, c'est-à-dire pour faire un bilan de l'extension de la tumeur. Donc, ces radiographies standards nous permettent le diagnostic et nous permettent même de dire si c'est malin ou si c'est bénin. Pourquoi? Grâce aux caractéristiques de la tumeur, c'est-à-dire ce sont des éléments d'orientation qu'on va voir. Par exemple, en cas de bénignité, quand on voit radio, la petite taille de la lésion est en faveur de la bénignité. Les limites nettes et précises de la lésion sont en faveur de la bénignité. L'intégrité des corticales, c'est en faveur de la bénignité, malgré qu'on a vu tout à l'heure un exemple où les corticales ont été soufflées et boussouflées, ça veut dire il y avait une image qui a entraîné un amincissement des corticales et qui a entraîné une fracture. Malgré ça, ça reste une tumeur bénigne. L'absence d'envahissement des parties-molles est en faveur des tumeurs bénignes. Contrairement aux tumeurs malignes, vous avez la taille
qui est importante souvent, qui est souvent importante des tumeurs malignes. L'augmentation de taille rapide aussi, il faut la noter. Les limites floues sur la radiographie d'une tumeur est en faveur d'une tumeur maligne. Le grignotage, voire la rupture des corticales, est en faveur d'une tumeur maligne. Et l'envahissement des parties mâles est en faveur d'une tumeur maligne. Et l'existence d'une réaction périostée, le périoste, cette enveloppe qui entoure l'os, quand il réagit à la tumeur, ça peut nous orienter sur le diagnostic de malignité ou bénignité. Deux images de réaction périostée peuvent être rencontrées. On va les voir sur deux schémas. Vous avez l'éperon ou triangle de Codman et vous avez l'image en feu d'herbe et vous avez les calcifications des parties molles. On les voit très bien sur ce schéma. Vous avez à droite une tumeur bénigne qui est une tumeur bien circonscrite, bien arrondie, bien limitée, ne touchons pas les corticales. D'accord? Et vous avez à gauche une tumeur maligne avec cette lise anarchique, mal limitée, l'ostéolyse, avec cette réaction périostée, un décollement périosté qui s'appelle triangle de Codman ou décollement périosté. Et vous avez cette image de lise de rupture corticale, là aussi un petit cortical, avec cette image qu'on appelle communément feu d'herbe, parce que ça ressemble au feu d'herbe sec dans la brousse. Voilà. D'accord? Retenez que tumeur bénigne, image bien arrondie, bien limitée, bien cernée, n'altérons pas, ne bouffons pas l'os et le cortical, mais qui peut amincir et souffler les corticales si elle augmente de volume, bien sûr. Il peut entraîner une fracture pathologique. C'est le cas de quelques tumeurs, comme on a vu tout à l'heure, le kyste synovial, le kyste anévrismal et le kyste essentiel. Pour les tumeurs bénignes, vous avez deux images caractéristiques. Le décollement périosté ou triangle de Codman, vous avez des images en feu d'herbe. Là aussi, je vous montre un exemple de tumeurs bénignes, des signes de bénignité. Vous voyez là des images bien cernées, bien limitées, des corticales qui paraissent normales, malgré que cette corticale est un peu amincie. Là, vous avez des images bien cernées, bien limitées, avec corticale saine. Là aussi, vous avez une petite image lithique avec corticale saine. Là aussi, vous avez une image au niveau de l'extrémité supérieure du tibia, bien arrondie, bien cernée, malgré qu'elle entraîne quand même un amincissement cortical. C'est une tumeur, c'est le siège habituel des tumeurs à cellules géantes, c'est épiphyso-métaphysère. Tumeurs à cellules géantes qui sont caractérisées par des cloisonnements. On voit des cloisonnements ici, qui ressemblent à des cloisonnements en nid d'abeilles, comme des nids d'abeilles. Ça correspond aux tumeurs à cellules géantes. Là, on voit une image caractéristique des tumeurs malignes. Vous voyez cette lise étendue anarchique de la corticale et ces images verticales perpendiculaires à la corticale qui correspondent à ce qu'on appelle des images en feu d'herbe. Là aussi, sur un fémur aussi, on voit ces images en feu d'herbe avec une ostéolyse mal limitée à l'intérieur du canal médulaire. Et ces images, cette réaction périostée, c'est une réaction du périoste à une multiplication anarchique de la tumeur qui agresse l'os. Et ça, c'est deux images caractéristiques de l'ostéosarcome, qui est une tumeur maligne. Là aussi, vous avez une tumeur maligne avec cette réaction périostée de l'image de gauche, avec une réaction périostée, type feu d'herbe. Et vous avez une autre image aussi,
qui, avec ce décollement périosté qu'on appelle triangle de Kodman. Ah, vous l'avez là, sur l'image de droite. Un décollement périosté qui s'appelle triangle de Kodman. Et ça, c'est des images qui peuvent caractériser les cancers, les métastases osseuses. Pardon, monsieur le délégué, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Dites, est-ce que vous arrivez à voir la flèche? Ma flèche. Oui, oui. Vous arrivez à le voir? Oui. Très bien, allez, on continue. Là, vous avez un autre exemple de tumeur maligne où il y a eu une lise complète de la corticale. La tumeur a dépassé les frontières de l'os. Et vous voyez que les limites sont floues. Elle est extrêmement ostéolytique. À l'intérieur, on voit des calcifications. C'est une tumeur maligne à cellules géantes. Parce que les tumeurs à cellules géantes, ils sont de 3 grades. Ils peuvent être malignes, ils peuvent être bénignes. Vous avez à droite aussi une image de lise de la branche iliopubienne du cadre obturateur. Elle est complètement lithique. Elle a disparu, la branche qui constitue, enfin, avec la branche ischiopubienne, le cadre obturateur, elle a disparu, cette branche, et à la place, on voit des calcifications. C'est un chondrosarcome. Vous avez parmi les signes de malignité aussi cette image. Vous avez, elle est très bien, c'est une ostéolise éparse, mal limitée, qui atteint l'extrémité inférieure du cubitus et qui correspond à une métastase au fait d'une tumeur maligne. Vous avez l'autre image aussi, l'évolution d'une lise au niveau du cubitus. Ça veut dire c'est chronologique, le début de la lise, l'extension de la lise complètement constituée et qui est due à une métastase osseuse. Pour confirmer, pour aider le diagnostic, c'est vrai qu'on suspecte cliniquement, là on confirme radiologiquement qu'il y a une tumeur, mais on voudrait connaître le type anatomopathologique de la tumeur. Pour cela, on est obligé de prélever un petit bout de la tumeur et pour l'envoyer pour une étude anatomopathologique. Et d'où l'intérêt de la biopsie. Et la plupart des images, les constats de tumeur entraînent une biopsie, sauf quand on a la certitude qu'il s'agit d'une tumeur bénigne et dont le diagnostic était vraiment clair et évident à la radiologie, comme l'exostose, comme le chondrome des doigts, comme l'ostéome ostéoïde, dont le diagnostic est pratiquement sûr à la radiologie. Cette biopsie peut se faire de plusieurs manières. Ce prélèvement tumoral peut se faire de plusieurs manières. On peut faire ce qu'on appelle une biopsie à l'aiguille, c'est-à-dire une aiguille traverse la peau. Et quand on va à la tumeur, on prélève un petit bout qu'on n'en a pas de peau d'étude. Ou on peut faire à la biopsie chirurgicale, c'est-à-dire on ouvre carrément une voie d'abord sur la tumeur pour prélever un fragment. Et là, la biopsie à l'aiguille peut prêter à confusion. Elle peut entraîner un risque d'erreur. Si on rate la tumeur et on prélève le tissu sain, là, on n'aura pas de diagnostic. Par contre, la biopsie chirurgicale, on voit la tumeur et on prélève un bout de tumeur qu'on envoie dans la patte. C'est-à-dire que c'est plus sûr la biopsie chirurgicale. Cette biopsie, il faut qu'elle soit faite dans un centre spécialisé. C'est-à-dire, là où on peut avoir un service de chirurgie compétent, un service d'anatomopathologique et un service éventuel pour le traitement, un centre anticancéreux. Il faut qu'elle soit faite par quelqu'un d'expérimenté qui connaît les voies d'abord, un chirurgien expérimenté qui connaît les voies d'abord et qui connaît aussi comment prendre en charge cette tumeur. Il est préférable que ce chirurgien soit situé dans un centre spécialisé. Cette biopsie, elle doit être faite
en urgence quand on suspecte la malignité de la tumeur. Donc, pour ne pas perdre de temps, il faut que ce soit fait en urgence. Il faut savoir que l'anapathe, l'anatomopathologiste, peut nous répondre de 8 à 15 jours. Il peut nous donner le type anapathe exact de la tumeur. Une fois posé le diagnostic, on a fait l'anapathe. Maintenant, quand il s'agit d'une tumeur maligne, il faut faire un bilan d'extension pour voir si elle n'a pas métastasé ailleurs. Ce n'est pas, c'est pas développé ailleurs. Ce bilan d'extension, bien sûr, il faut d'abord voir si elle n'a pas envahi localement le membre. Et pour cela, on a besoin d'un scanner pour étudier la tumeur. Quand elle est unifocale, ça veut dire qu'il y a une seule localisation. Il peut nous donner une idée sur les caractéristiques de la tumeur. Et s'il existe une tumeur maligne avec envahissement des parties molles, là, l'IRM trouve son intérêt. Donc, l'IRM, elle trouve son intérêt quand il y a un envahissement des parties molles. L'angioscanner, l'angio-IRM, aussi pour quand il y a une compression ou un envahissement vasculaire. Ils permettent de montrer cet envahissement d'une artère ou d'une veine. Deuxième élément pour voir l'extension loco-régionale, c'est de faire des radiographies complètes du squelette complet. Par exemple, dans une situation où on a des tumeurs hématopoïétiques, par exemple, qui peuvent toucher métastaser au niveau de tout le squelette, là, on fait ce qu'on appelle des radiographies du squelette complet à la recherche de métastases. Il faut savoir, ces radiographies, on ne va pas faire tous les segments face et profil. On procède schématiquement par région, c'est-à-dire au niveau des membres, on fait uniquement des faces, et au niveau du crâne et rachis, on fait des profils. Ça suffit pour rechercher des métastases. Il faut savoir que ces tumeurs bénignes, que les tumeurs bénignes peuvent être unies ou multifocales, c'est-à-dire on peut trouver une seule localisation ou on peut trouver plusieurs localisations, tel que l'exemple de la dysplasie fibreuse. Ça peut nécessiter quand même, en fonction des signes d'appel, ça peut nécessiter des examens radiographiques poussés, tels que le squelette complet. Vous avez les chondromes multiples aussi qui peuvent nécessiter des squelettes. Mais sachez que ces radiographies sont guidées par le type anatomopathologique. Par exemple, quand on a une dysplasie fibreuse, quand on a une exostose multiple cliniquement palpée, avec de multiples masses au niveau du segment du squelette, là, on est en droit de faire plusieurs clichés. Et ces clichés doivent être de face au niveau du membre et de profil au niveau du crâne et au niveau du rachis, pour ne pas gaspiller trop de clichés et pour ne pas surtout irradier le malade. Le rayonnement, multiplier les radios, c'est l'irradiation, on risque d'irradier le malade et peut-être aggraver un peu les choses. Là, je vous montre des exemples d'un scanner et d'une scintigraphie qui ont été réalisées pour un ostéome ostéoïde. Là, vous voyez sur les coupes scanographiques ce qu'on appelle le nidus. Là, vous avez l'ostéome ostéoïde, cette ostéome condensation, à l'intérieur de laquelle il y a un petit trou, un petit truc sombre qu'on appelle le nidus. Ça, c'est une image typiquement caractéristique uniquement de l'ostéome ostéoïde. Et vous avez l'image là scintigraphique qui correspond à cette ostéome ostéoïde. Et vous avez à droite la scintigraphie qui montre cette ostéome ostéoïde, cette réaction au niveau de la scintigraphie. Là aussi, vous avez un ostéosarcome avec une TDM qui vous montre là, avec des images faussement rassurantes, mais quand on monte au niveau des coupes, quand on monte, on voit qu'il y a une corticale qui a disparu. Là, vous voyez cette corticale qui a disparu, remplacée par des calcifications. Là, on est en droit de dire que c'est une tumeur maligne
Et l'anapath a révélé qu'il s'agissait d'un ostéosarcome. Là, c'est pour vous montrer comment on fait le squelette complet. Mais cette méthode, en fait, ça ne correspond pas à une radiographie du squelette complet. Ça correspond à une technique qu'on appelle l'EOS. Elle est assez récente et qui a été élaborée. On met le malade dans l'appareil de l'EOS. Quelques secondes après, il y a un passage, elle est moins irradiante que les radiographies standards. Et il y a le passage de la sonde. Là, tout de suite après, on a une image sur l'écran du squelette complet qu'on peut agrandir à volonté et qu'on peut orienter à volonté, qui correspond au ce qu'on appelle les os, EOS. C'est des trucs modernes, mais il n'y en a pas beaucoup chez nous en Algérie. Il y en a un à Innaja, je pense, à Alger, et un à Oran. Par contre, l'étranger, c'est devenu un appareil classique. Bon. Toujours dans le bilan d'extension, on a fait l'extension, la recherche de l'extension tumorale locale. Maintenant, on va rechercher l'extension à distance. Et là, pour les tumeurs malignes primitives ou secondaires, là, on va voir l'intérêt de la scintigraphie, cette scintigraphie qui a un marquage, isotopique. On prend un isotope qu'on envoie dans le sang, on fait un apport sanguin et on envoie un isotope qui va se fixer au niveau du squelette et surtout qui va se fixer à des densités différentes en fonction de la tumeur et qui peut nous révéler des tumeurs qui sont des fois même pas radiovisibles, ce qu'on appelle la scintigraphie. Bien sûr, et quand on fait la scintigraphie, une fois qu'on voit une fixation sur un segment de squelette, on peut demander des radiographies standards. La plupart des tumeurs malignes entraînent des métastases pulmonaires et des fois on a droit de demander des radiographies standards et s'il le faut, quand elles sont pathologiques, on demande un scanner thoracique pour rechercher ces métastases pulmonaires. L'échographie abdominopelvienne fait aussi partie de l'arsenal du bilan d'extension et permet de révéler une tumeur à localisation bien sûr sur la localisation abdominale, surtout dans les organes pleins tels que le foie, la rate et les reins. Ces bilans d'extension ne sont pas demandés de façon systématique, mais en général, quand il y a un signe d'appel, un signe clinique évocateur ou un signe d'appel, tel que une sensation de masse abdominale, douleur abdominale, ou par exemple des signes de localisation cérébrale, un signe neurologique qui peut orienter vers une métastase cérébrale. Donc il ne faut pas les demander systématiquement, comme le font maintenant actuellement certains médecins. Là, vous avez des exemples. Vous avez là une image arrondie qui occupe le condyle latéral du fémur avec effraction de la corticale. Vous voyez très bien que la corticale a disparu. Effraction de la corticale. Vous avez une image agrandie de la scintigraphie. Au milieu, vous avez cette image scintigraphique. Et on voit qu'il n'y a pas d'autre localisation au niveau du squelette. Là, vous avez une scintigraphie qui montre une hyperfixation au niveau de l'extrémité supérieure du tibia. Et on voit à droite l'image correspondante à la radiographie avec cette image lithique avec disparition complète de la corticale. Et vous avez l'image correspondante au niveau de la scintigraphie. Et cette scintigraphie même peut vous montrer les limites vraies de la tumeur et qui peut aider à une chirurgie, ce qu'on appelle une chirurgie réglée quand il s'agit d'une résection carcinologique. Ça veut dire qu'on enlève la tumeur en dehors de ses limites, en passant par les zones saines.
Là, vous avez une image de dysplasie fibreuse. On a dit que c'est une tumeur bénigne. Vous avez à gauche l'image radiologique qui montre cette image arrondie ovalaire au niveau en centromédulaire. On a dit tout à l'heure que la dysplasie fibreuse, elle se développe en diaphysaire. Vous avez à l'extrême droite l'image scintigraphique qui correspond à cette dysplasie fibreuse. Vous avez le scanner qui vous montre ce niveau, ce qu'on appelle un niveau liquide qui est caractéristique de la dysplasie fibreuse. Il y a l'IRM, bien sûr, cette image hydrique. Vous aurez tout ce qui est blanc à l'IRM correspond à du liquide. Quand il y a une infiltration liquidienne, cette image IRM de la dysplasie fibreuse, qui est considérée comme tumeur bénigne, mais qui peut entraîner, si elle se développe, si on laisse développer, un amincissement cortical qui peut entraîner une fracture pathologique. Une fois le diagnostic fait, et le diagnostic surtout anatomopathologique posé, on passe au traitement. Bien sûr, le traitement, la plupart du temps, il passe par la chirurgie. Ce traitement chirurgical, parce qu'il y en a plusieurs types de traitements, on va les citer l'une après les autres. Vous avez le traitement qui consiste à une simple résection tumorale, c'est-à-dire on enlève tout ce qui dépasse, on enlève l'excroissance osseuse, et ça, il est indiqué quand il s'agit d'une tumeur bénigne qui se développe à la surface de l'os, type exostose ostéogénique, par exemple. Là, on résecte uniquement, on ouvre, on résecte à ras de l'os la tumeur et c'est tout. Vous avez le deuxième type du traitement chirurgical. Vous avez ce qu'on appelle le curetage de la tumeur. Ça veut dire qu'on enlève le contenu de la tumeur. En général, quand on dit cureté, ça veut dire c'est une tumeur intra-osseuse. Donc, on enlève, s'il y a une corticale, bien sûr, on fait une trépanation, on enlève la corticale, et grâce à la curette, on curette cette tumeur, où le produit du curetage, bien sûr, il est envoyé à l'anatomopathologiste. Et quand on juge que cette tumeur est suffisamment importante et qu'elle a soufflé les corticales, ça veut dire que l'os il devient mécaniquement faible, elle devient un point de faiblesse au niveau de l'os. Il faudrait qu'on complète ce curetage, soit on comble la cavité par du ciment, des fois ciment chirurgical, des fois on la comble par des greffes, autogreffes, ça veut dire un prélèvement, par exemple, des crêtes osseuses pour compléter le truc. Et il faut protéger cet os pour éviter qu'il y ait une fracture pathologique. En plus de ça, quand on juge qu'il y a un risque de fracture, on est en droit d'ajouter une ostéosynthèse, renforcer l'os par l'ostéosynthèse, plaque fixée, au clou, au fixateur, l'essentiel pour éviter qu'il y ait cette fracture pathologique. Parce que l'os étant fragilisé par le processus tumoral, donc il faut le renforcer. Vous en avez un exemple ici. Vous avez cette image lithique cloisonnée qui peut correspondre, sans qu'il y ait une réaction au niveau des corticales, qui peut correspondre quand même. Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est possible que tu aies un diapo en plein écran, partage. En plein écran. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Là? C'est bien, c'est bien, c'est bon. Là, tout à l'heure, vous n'avez rien vu, hein? Non, non, ça va, mais c'est mieux. D'accord, très bien. Il y a toujours des gens qui suivent. Oui, monsieur. Pardon. Ils sont combien? 60. Très bien. Bon, qu'est-ce que j'étais en train... Ah oui. Des fois, on est obligé d'ajouter une ostéosynthèse pour renforcer, au fait, un os quand il y a un risque de fracture. Là, vous voyez, c'est une tumeur apparemment et visiblement bénigne.
parce qu'il y a un amincissement des corticales et elle est cloisonnée au niveau métaphysaire et qui peut être une tumeur à cellules géantes. Et là, on a procédé à un curetage. Il y a une mise à plat d'une DHS, dynamique hip screw, pour renforcer l'os pour qu'il ne se fracture pas. Bon, on a dépassé le curetage de la tumeur, l'examination. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Là, vous avez l'image, oui, l'ostéosynthèse en cas de fragilité. Et vous avez le troisième procédé, on a vu la résection simple, quand il s'agit d'une excroissance osseuse, le curetage quand il s'agit d'une tumeur endo-osseuse, endo-médulaire, bien sûr, endo-osseuse. Et vous avez l'exérèse large. Là, c'est quand il s'agit d'une tumeur maligne qui a dépassé les limites de l'os, ça veut dire que dans la biopsie a révélé qu'il s'agit d'une tumeur maligne. Là, on fait ce qu'on appelle l'exérage large. On passe à bonne distance de la lésion. Ça veut dire on n'ouvre pas la tumeur, on ne la voit même pas, on résecte, on bloque toute la tumeur et ce qui l'entoure. Ce qui l'entoure, bien sûr, comme des tissus musculaires, par exemple, les muscles, ou la peau, ou tout ça, on enlève sans ouvrir, sans effraction de la tumeur, pour éviter de la disséminer. Parce qu'une simple cellule tumorale maligne qui est disséminée va entraîner une récidive locale ou va entraîner une métastase à distance. Et là, quand on enlève cette tumeur osseuse avec tout ce qui l'entoure comme muscle, on va se retrouver avec un défect, un vide. Et ce vide, il peut être comblé soit grâce à des prothèses massives qui remplacent un segment osseux, soit par des greffes et par une osteosynthèse. On va voir tout à l'heure des exemples. Le quatrième procédé, on a vu après l'exérèse large, c'est ce qu'on appelle l'amputation, l'exclusion ou l'amputation. Là, des fois, quand il y a un envahissement important de la tumeur maligne, qui envahit les parties molles et surtout qui envahit les éléments nobles vasculo-nerveux, et quand il n'y a pas de possibilité de conservation du membre, là, on est obligé, ou quand il y a des tumeurs monstrueuses infectées et qui récidivent malgré un traitement bien conduit, là, on est obligé de penser à l'exclusion, à l'amputation de membres. En plus de ces traitements chirurgicaux qui s'adressent à des tumeurs bénignes et malignes, vous avez le traitement palliatif. C'est-à-dire quand il y a un malade qui est atteint d'une tumeur maligne et dont l'espérance de vie est réduite, là, on pense à son confort de survie, à un confort de la vie, les quelques temps de vie qui lui restent, et surtout quand il s'agit de tumeurs malignes, des tumeurs malignes secondaires, on fait des curetages de la tumeur, prélèvement, on fait de l'ostéosynthèse pour qu'il puisse déambuler et tout ça, on fait des résections prothèses, mais sans enlever en entier la tumeur, pour améliorer, pour retarder l'échéance et pour améliorer la survie du patient. En nota bene, quand il s'agit quand on a une tumeur maligne qui métastase et qui a une métastase unique, cette métastase va bénéficier du même traitement que la tumeur primitive, celle qui a donné la métastase, c'est-à-dire on fait une résection en bloc et on considère qu'on a bien fait les choses et sera traité comme la tumeur primitive qui a donné cette métastase. Là, vous avez un exemple de tumeur maligne de l'extrémité supérieure du fémur qui a été réséquée chirurgicalement. Vous voyez, la résection était large. Elle a emporté en bloc toute l'extrémité supérieure du fémur, le diaphyse, la région trochanterienne, la tête fémorale et les tissus mous qui l'entourent. Vous voyez la radiographie initiale de la tumeur avec cette disparition des corticales cervicales et ce flou généralisé, même qui atteint la tête. Là, tout en bloc, ça a été enlevé.
et toute l'extrémité supérieure a été remplacée par ce qu'on appelle une méga prothèse de reconstruction. Vous voyez, une méga prothèse de reconstruction. C'est une prothèse totale, bien sûr. Il y a une cupule, il y a une tête fémorale, et une partie importante de la prothèse remplace ce défect diaphyseur et métaphyseur. C'est ce qu'on appelle les méga prothèses de résection. Et ça a été fait dans le cadre d'un ostéosarcome. Bon, on a vu ce qu'il faut faire sur le plan chirurgie. Il faut voir qu'il y a des traitements qui aident la chirurgie. Entre autres, vous avez, et ça fait partie des traitements médicaux, vous avez la radiothérapie, et qui consiste en l'irradiation de la tumeur par un rayon à haute énergie. En général, on utilise le cobalt comme source d'énergie. Et cette radiothérapie est indiquée quand il s'agit d'une tumeur maligne et qui est radiosensible et qui est difficile d'accès à la chirurgie. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand il s'agit d'un cavum, d'une tumeur du cavum, c'est impossible d'opérer un cavum, vu sa profondeur, il est situé à la base du crâne. Et là, c'est une indication d'une radiothérapie. Et quand on peut l'utiliser aussi en cas d'une tumeur maligne qu'on a opérée et que la résection complète était impossible à réaliser. Donc, on a laissé une partie de la tumeur qu'il faut éradier il faut éradier à la radiothérapie. Il faut savoir aussi que la plupart des tumeurs malignes sont sensibles à la radiothérapie, sauf le chondrosarcome. Ce chondrosarcome, c'est un grand problème. C'est une tumeur maligne qui n'est ni sensible à la radiothérapie, ni sensible à la chimiothérapie. C'est une tumeur maligne chirurgie dépendante. Ça veut dire qu'on peut la traiter uniquement à la résection complète. Si on oublie un bout ou une partie, elle va récidiver et elle va demander un autre traitement chirurgical, une autre résection chirurgicale complète. Cette radiothérapie est souvent utile quand il s'agit de métastases, parce qu'on peut cibler le site qu'on cherche à éradier. L'autre traitement médical qui complète la chirurgie, qui complète et qui peut précéder la chirurgie, vous avez la chimiothérapie. On a dit tout à l'heure que le chondrosarcome n'est ni sensible à la radio, ni sensible à la chimiothérapie. Le chondrosarcome, il se traite chirurgicalement par une résection complète. Donc, cette chimiothérapie, comment elle est utilisée? Bien sûr, quand on a fait notre bilan radiologique, quand on a fait notre biopsie, et on a acquis la certitude qu'il s'agit d'une tumeur maligne, donc là, on prescrit ce qu'on appelle une chimio pré-opératoire avant l'intervention. Bien sûr, il faut savoir que le schéma et les protocoles de chimiothérapie sont bien codifiés dans le monde en fonction du type anapathe de la tumeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une chimiothérapie standard pour toutes les tumeurs malignes. Chaque tumeur maligne, elle a un protocole qui est bien codifié. Donc, on commence par une chimio qui précède l'intervention chirurgicale et on continue après la chirurgie, on fait aussi une chimio post-opératoire. Là, vous voyez le schéma. On fait une biopsie pour confirmer le type anatomopathologique. Et une fois confirmé le type anapathe de la tumeur maligne, on y fait 3 ou 4 mois de chimiothérapie préopératoire. Puis, on fait une résection de la tumeur, une résection complète, et on reconstruit l'os. Si cette résection complète n'a pas été faite de façon correcte ou était impossible, on peut rajouter la radiothérapie qui peut nous aider à irradier le reste de la tumeur. Sinon, si cette tumeur elle est importante et démise et atteint les organes nobles
tels que les éléments vasculo-nerveux. Et si elle est infectée, si elle est énorme, monstrueuse, on peut faire une amputation. Bien sûr, il ne faut pas oublier que cette chirurgie qu'on fait après la première chimiothérapie, ce qu'on appelle la chimiothérapie préopératoire, cette pièce de résection qu'on a fait, ou la pièce de l'amputation, on envoie le membre à l'anatomopathologiste pour qu'il étudie la réponse de la tumeur à la première chimiothérapie préopératoire. Et quand on voit que le nombre de cellules tumorales a diminué et le volume de la tumeur a diminué, on peut dire que le patient est classé bon répondeur et que la sensibilité à la chimiothérapie, elle est bonne. Sinon, si on voit que le volume de la tumeur n'a pas changé et que les cellules tumorales continuent à se diviser de façon importante et anarchique, on est en droit que cette chimiothérapie n'est pas efficace et que le patient est un mauvais répondeur. Bien sûr, en post-opératoire, en fonction de ce résultat de bon répondeur, mauvais répondeur, s'il est mauvais répondeur, on doit changer de protocole. S'il est bon répondeur, on continue par une chimiothérapie 3 ou 4 mois en post-opératoire après la chirurgie. On a dit, s'il était bon répondeur, on continue les mêmes drogues, sinon on change de protocole de drogue. Les métastases, pour les métastases, la plupart du temps, la chimiothérapie reste le seul outil thérapeutique pour ces métastases. On a opéré, on a irradié, on a fait la chimiothérapie. On a terminé notre protocole opératoire. Et là, il faut surveiller. Il faut surveiller les récidives tumorales. Comment surveiller? Premièrement, localement, la récidive locale, par un examen clinique 2 à 3 fois par an, les 2 premières années, puis une fois chaque année, jusqu'à arriver à la 5e année. S'il n'y a rien au bout de 5 ans, on peut dire que le malade est complètement guéri. On palpe, on examine cliniquement. S'il n'y a pas de récidive locale de masse, s'il y a quelque chose de suspect, on demande, on palpe, on fait un examen clinique correct et on fait des radiographies standards. Ça suffit largement pour des récidives locales. Si jamais on détecte quelque chose à l'examen clinique ou à la radiographie, là, on fait un scanner et une IRM. Sans cela, l'examen clinique et la radiographie standard suffisent largement pour suivre le patient. La recherche de métastases, bien sûr, fait appel aux radiographies de poumon ou, en cas de doute, s'il y a des images à radiographie, on demande un scanner. Ne faites pas comme actuellement les médecins font. Ils font directement demander au scanner, alors qu'on dispose d'un outil, et surtout maintenant que les radiographies sont numérisées, leur définition, elle est plus nette, elle est plus importante. Donc, des fois, les radiographies suffisent pour suivre, rechercher des métastases pulmonaires. Et quand on voit quelque chose de suspect au thorax, là, on demande un scanner. Bien sûr, les autres examens dont on dispose, tels que l'angio-IRM ou les radiographies du squelette, ne seront demandées que quand il y a des signes d'appel, c'est-à-dire quand on a un signe de localisation cérébrale, par exemple un déficit de langage, une exophthalmie ou quelque chose comme ça, on demande un scanner crânien pour rechercher une métastase au niveau du crâne. Bon, on a terminé le cours. Maintenant, il faut conclure. Ces tumeurs restent des pathologies graves. Parce qu'on a vu qu'ils peuvent mettre en jeu le pronostic vital quand il s'agit d'une tumeur maligne, qui peuvent métastaser et entraîner la mort. Et ils peuvent entraîner aussi, peuvent altérer le pronostic fonctionnel. On a vu qu'il y avait, en cas de tumeur maligne, on peut aboutir soit à une amputation, à une exclusion du membre, ou on peut aboutir à des fractures pathologiques et qui peuvent
retarder la reprise fonctionnelle du patient. On a vu que le diagnostic de tumeur, il repose surtout sur la radiologie. On suspecte cliniquement, on a vu que la clinique était pauvre, et que la radiologie, c'est elle qui pose le diagnostic d'une tumeur. Bien sûr, on avait des caractéristiques des tumeurs bénignes et tumeurs malignes. Et une fois suspectée cette tumeur et confirmée à la radiologie, là, il faudrait un diagnostic anatomopathologique cellulaire de cette tumeur qui ne peut être fait qu'à la biopsie. On a vu que cette biopsie peut être faite soit à l'aiguille, soit une biopsie chirurgicale. Cette prise en charge, on a vu dans le traitement, la prise en charge nécessite, requiert un centre compétent, c'est-à-dire un centre là où il y a une chirurgie tumorale, les gens qui sont voués à la chirurgie tumorale, un centre où il y a un service d'anatomopathologie et un service anticancéreux pour la radiothérapie et la chimiothérapie. Je vous remercie. Est-ce que le délégué est là? Oui, monsieur, je suis là. Oui, très bien. Donc, s'il y a des questions, je suis à l'écoute. Est-ce que vous avez des questions avec eux? Pardon? Non, je parle avec eux. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon, monsieur le délégué. Comment ils vous posent des questions, les étudiants? C'est par écrit, hein? Les commentaires, oui, par écrit. Sur quoi? Sur le Facebook, hein? Oui. Ah, d'accord. C'est pas sur le monsieur logiciel. اللي كنت ترجع برك الكرة. أنا خرجت 3 questions. Ah, c'est ça la question. Ah, vous l'avez envoyé sur le StreamYard, hein? Oui. Oui. Est-ce qu'on peut trouver un amaigrissement dans le corps? Bien sûr. Quand il y a une intense activité cellulaire, il y a une multiplication rapide et anarchique, ça requiert de l'énergie et c'est normal que ça épuise l'énergie du corps et ça entraîne un amaigrissement. Parce que le capital énergétique, les protéines, les lipides et tout ça, ils sont consommés par qui? Par une tumeur qui a division anarchique et qui s'agrandit rapidement. Donc ça va entraîner un amaigrissement. C'est tout à fait normal, oui. J'espère que j'ai répondu à la question. Et en plus, bon, je voudrais préciser, si on arrive déjà au stade d'amaigrissement, ça veut dire que la tumeur a évolué de façon importante et notable. C'est déjà aller à un stade avancé. C'est tout. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, monsieur, il n'y a pas. On vous remercie. Pardon? Il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions? Oui. On attend un peu ou comment on fait? Comment? On attend un peu qu'ils posent des questions ou les gens Non, commencent c'est à... bon. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, on peut se connecter.